À tous. Pendant 45 minutes, le chef de l'État a prononcé son discours à la nation, un discours très attendu à l'occasion du 60e anniversaire de la République démocratique du Congo. Dans ce discours, le chef de l'État a élevé l'ancien président Kasavubu au rang de héros national. Le chef de l'État a aussi mis l'accent sur la régression du pays sur le plan social. Il a parlé du revenu moyen des Congolais en 1960 qui était à la hauteur de 1 000 $ par habitant. Aujourd'hui, ce revenu par habitant se situe autour de 400 $ par personne. Le chef de l'État a aussi relevé le progrès réalisé depuis son avènement en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, la traque des rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a loué l'action de la justice qui, selon lui, devient peu à peu indépendante. Il a fait état, le président de la République, des réformes, et oui, des réformes judiciaires. Pour lui, les réformes doivent aller dans le sens de pouvoir protéger, de pouvoir être efficace. Il faudrait que les réformes soient efficaces, voilà. Il faudrait que les réformes doivent aller dans le sens de l'efficacité, voilà. Et il a aussi assuré qu'il ne permettrait pas que les réformes puissent affaiblir la magistrature. Il a réitéré sa détermination à lutter contre les antivaleurs. Le président de la République a appelé le gouvernement à engager des réformes dans la chaîne de la dépense. Félix Tshisekedi, toujours dans son discours, a rappelé les conséquences tragiques de la pandémie du coronavirus sur l'économie nationale. À propos des tensions politiques que nous avons observées il y a quelques jours, le chef de l'État a assuré qu'aucune crise inutile ne doit perturber la stabilité du pays. Et il a promis de rencontrer à chaque fois les institutions pour pouvoir en discuter, pour justement amener le pays dans une stabilité, dans la concorde, pour pas que les crises politiques puissent paralyser le pays. Nous allons parler du discours du chef de l'État, nous allons également parler de notre société, du rôle des philosophes, des tentatives de balkanisation dans la partie est du pays avec mon invité, que vous allez découvrir dans quelques secondes. Mon invité, c'est un professeur d'université, un très grand professeur. Il s'appelle Sylvain Tshikoji Mbumba. Sylvain Tshikoji Mbumba est docteur en philosophie. Il est enseignant à l'Université de Californie aux États-Unis. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages et sa dernière publication a pour titre « L'illusion du pouvoir ». C'est donc avec un grand bonheur, un grand plaisir que nous recevons le professeur Sylvain Tshikoji. Bonsoir, prof. Bonsoir. Oui, c'est un grand honneur de recevoir un des nôtres, Congolais, qui fait la fierté de notre pays aux États-Unis. Il est professeur en philosophie à l'Université des États-Unis, comme je l'ai dit. C'est vraiment une fierté et c'est une icône. Alors, professeur, vous avez suivi, je l'imagine, le discours du chef de l'État prononcé à l'occasion du 60e anniversaire de la section de la RDC à l'indépendance. Quelle est votre lecture ? Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je vous en prie. Je pense que le discours du chef de l'État est un discours tout à fait historique, dans la mesure où il ramasse tous les aspects de la situation du pays. Il est parti de l'historique même de 1960, en passant par tous les régimes qui sont passés là, jusqu'à son avènement lui-même. Et donc, il a posé des perspectives aussi qui pourront, si elles sont suivies, peuvent rassembler et amener le pays vers un minimum de bonheur. Et ces perspectives aussi des réconciliations ont fait que son discours puisse être un discours ouvert à tous, qui réconcilie, qui voudrait bien que les uns et les autres puissent se mettre ensemble pour que notre pays puisse avancer. Et donc, nous allons peut-être analyser avec vous certains axes
qui me semble être assez intéressant dans ce discours-là. Véritablement. On disait de Joseph Kasavubu qu'il était le grand oublié dans la classification des héros nationaux de notre pays. Mais voilà, Félix Tshisekedi a élevé Kasavubu au rang de héros national. C'était le grand oublié. Souvent, on parle de Lumumba, on a oublié la lutte que Kasavubu a aussi menée. C'était l'un des pionniers de l'indépendance. Absolument. Kasavubu, c'était de part déjà les valeurs qu'il incarnait. Les valeurs d'honnêteté, de justice et du bien faire. Je dois vous dire quand même par discrétion que moi-même, comme au grand séminaire de Kabwe, j'ai habité dans sa chambre numéro 6 où il avait écrit au-dessus, voilà, adieu Kabwe quand il partait, adieu Kabwe et merci pour votre hospitalité. Et ce qu'il avait écrit est encore gardé là. C'est resté jusqu'aujourd'hui. C'est resté jusqu'aujourd'hui. Et que c'est un de mes confrères. Pour autant que nous sommes passés tous par le grand séminaire de Kabwe, et il y a des photos qui sont là, et nous avions admiré tout ça. Donc, cet homme qui a été oublié, pourtant, il a travaillé, et il était le seul qui avait exigé, alors qu'ils étaient, sur le plan idéologique, ils étaient opposés à Lumumba. Mais on ne pouvait pas tenir la table ronde sans la présence de son adversaire politique. Exactement. Ce qui montre la grandeur de cette classe politique qui savait se dépasser et juste mettre au devant de tout l'intérêt de la nation. Quel était l'objectif pour eux? C'était obtenir l'indépendance. Mais cette indépendance, on ne pouvait pas l'obtenir en excluant les autres. Il avait fallu que tout le monde soit ensemble et qu'on puisse obtenir. Même des adversaires idéologiques pouvaient être, puisqu'il y avait les modérés, il y avait les radicaux. Exactement. Et ces gens se sont mis ensemble pourvu qu'on obtienne l'indépendance. Et ça, c'est une leçon de l'histoire que le président, en élevant ce grand oublié au rang de héros national, c'est une fierté pour nous, puisque beaucoup se retrouvent en Kasavubu. Beaucoup se retrouvent par son honnêteté, ses valeurs de justice, de fraternité. C'était un homme effacé, simple. Et là, ça façonnait beaucoup de gens. Et je pense que c'est bien. Et on sait, professeur, que dans les années 60, il y avait le camp des radicaux et des camps des politiciens modérés. Et Kasavubu et Lumumba faisaient partie des camps des radicaux. Ce sont ces politiciens-là qui, visiblement, ne voulaient pas faire allégeance aux Blancs. Pourtant, il y avait des politiciens qui déjà faisaient allégeance aux Blancs, qui, visiblement, s'est laissé entraîner par toutes ces velléités de pouvoir continuer à assujettir les Congolais. Mais Kasavubu et Lumumba, c'était parmi les radicaux. Mais comment se fait-il que qu'on ait oublié son nom? Oui, ça c'est peut-être une question d'histoire. Et surtout, dès qu'on a pris le pouvoir, c'est-à-dire Mobutu prend le pouvoir, et là, il a voulu effacer la mémoire de tous ces grands hommes qui ont milité pour l'indépendance. Et le Lumumba, si il est arrivé à le mettre sur la scène en disant qu'il était héros national, c'était pour des raisons politiciennes. Ce n'était pas nécessairement par la volonté de dire, voilà, je vais l'élever à ce niveau-là. Et Kasavubu a connu la même chose. Vous voyez? Et donc, Mobutu il a carrément effacé Kasavubu de son officium politique. Il ne pouvait pas l'élever. Mais avec ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, est arrivé à faire, je pense qu'il a restitué la vraie histoire de notre pays. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et je pense qu'ici, il se posera la question de nos historiens qui, en fait, il a soulevé, qu'il a demandé à ce que les historiens belges et congolais se mettent ensemble pour réécrire l'histoire de notre pays. Bon, moi, je me posais la question, faut-il nécessairement qu'on puisse se référer aux Belges pour écrire l'histoire de notre pays? Pourquoi ne pas donner cette histoire aux Congolais eux-mêmes, comme le Lumumba l'avait dit, que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Londres, ou en Belgique ou ailleurs. Donc il faudrait que ce soit les historiens congolais qui écrivent leur histoire, mais toutefois ils peuvent consulter leurs homologues qui sont des historiens, puisque nous ne voulons pas une histoire tronquée comme ça a été le cas jusqu'à présent.
il y a des Américains qui peuvent aussi participer à cette histoire, puisqu'ils ne sont pas vraiment les moindres dans ce drame que notre pays a connu depuis 1960, puisque la Belgique ne pouvait rien faire s'il ne passait pas aussi par les Américains. Et donc, il faut tenir compte de tous ces aspects, mais plus donner la priorité aux historiens congolais de se mettre et d'étudier cette histoire et écrire un texte qui reste quand même un texte historique, et tout en consultant aussi les Belges. Mais dire que les Belges doivent être ensemble, on risque d'escamoter certaines vérités. Un des points soulevés lors du discours du chef de l'État, vous le savez, ce sont des tensions que nous avions assistées dans la République démocratique du Congo, du moins ici au niveau de Kinshasa, la capitale de la RDC. Tensions politiques, des colibés, des déclarations fâcheuses d'un camp comme d'un autre. Et le chef de l'État a tenu également quelque part à peser les tensions. Il est allé jusqu'à dire qu'il y aura des réunions interinstitutionnelles pour pouvoir apaiser le climat, pour que nous puissions aller vers une nation de paix. Alors, quel est aujourd'hui, selon vous, professeur d'université, homme de sciences, l'avenir de la coalition? Parce que, bizarrement, toutes ces tensions ont coïncidé avec la commémoration du 60e anniversaire de l'RDC. Ça nous a rappelé toutes les péripéties historiques. Et aujourd'hui, quel est l'avenir de cette coalition au vu de tout ce que nous avons assisté? Oui, moi je pense que le chef de l'État a joué son rôle en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, et aussi il est garant de la paix dans le pays. Et il a appelé au sursaut patriotique pour que les hommes et les femmes qui sont en coalition puissent comprendre et éviter une crise qui pouvait sombrer également le pays. Vous savez que la crise de 1960, qui était entre Kasavubu et Lumumba, nous a mis en difficulté, et celui qui a pris le pouvoir nous a plongé dans une dictature infernale et qui nous a coûté beaucoup de choses. Et toutes ces difficultés que nous vivons depuis 32 ans, aujourd'hui 60 ans, c'est toujours les mêmes difficultés qui viennent de cette crise-là. Faudra-t-il encore aujourd'hui alimenter ou créer une autre crise qui me semble être artificielle, puisque la coalition, c'est quelque chose qui a été fait, et ça s'est fait dans d'autres pays. Dans des pays, par exemple en Allemagne, il y a eu quand même la chancelière qui n'avait pas la majorité, mais qui était élue, qui a dû recourir parfois à certains partis qui étaient opposés, qui étaient radicaux, mais qui sont ralliés pour que le pays soit gouverné. Et je pense qu'ici, le président a appelé à la prise de conscience générale de nos politiciens, qu'ils puissent dépasser leurs intérêts égoïstes pour aller vers ce dialogue, vers un avènement de ce que j'appelle l'avènement humain, c'est-à-dire un compromis qui permette le pays à se remettre sur les rails. Et il a invité toute la classe politique de se regarder et de regarder la situation du pays. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons gagné? Et si on crée une telle crise, elle va profiter à qui? Elle ne va pas profiter ni au FCC, ni au cash, encore moins au peuple congolais. Donc il faudra que les gens se mettent ensemble et qu'ils puissent repenser leur mode de gestion et puissent avancer ensemble pour que le pays puisse émerger. L'assomption du pays dépendra nécessairement de ce bien vivre ensemble qui peut nous aider justement à évoluer dans ce pays. Oui, mais les querelles, les erreurs, des problèmes ne manqueront jamais, comme dans un couple, comme dans toute coalition. Oui. Je crois que la véritable valeur, c'est de pouvoir surpasser les difficultés, surpasser les malentendus. Mais tout à fait, mais pas seulement les malentendus, mais avoir la conscience que dans une coalition, il y a toujours quelques difficultés. Mais il faut ici privilégier plus l'intérêt commun, l'intérêt général. La difficulté, c'est quoi? Lorsque un groupe veut tout prendre, veut tout régenter, et à ce moment-là, ça pose problème. Or, dans une coalition, il y a la minorité, il y a la majorité. Mais il faudra que la majorité comprenne que la minorité ne doit pas perdre. Et qu'il y a un équilibre qu'on peut établir de telle sorte que tout le monde se retrouve.
Mais quand il y a une majorité qui s'est dit majorité, je mets entre guillemets, et qui voudrait tout avoir au détriment des autres, alors qu'il y a une majorité populaire qui, elle, attend que cette majorité parlementaire puisse trouver des solutions à leurs problèmes. Et donc, il faudra que tout le monde puisse réfléchir, d'abord mettre, comme le président lui-même l'a dit, le peuple d'abord. Et c'est le peuple qui doit être leur objectif, le bien du peuple, le bonheur partagé avec le peuple qui doit être leur motif d'existence de leur officium politique. Professeur Sylvain Tchikoji Bumba, vous êtes enseignant à l'université, professeur de philosophie. Souvent, sous d'autres cieux, les dirigeants font appel aux scientifiques, aux philosophes, aux historiens, aux politologues pour pouvoir comprendre l'avenir, pour pouvoir comprendre les signes du temps, pour pouvoir avoir une idée sur la direction à prendre. Mais nous avons l'impression que, pas seulement au Congo, mais dans la plupart des pays africains, les philosophes ne sont pas pris en considération dans l'avenir du pays, dans la construction d'un pays. Est-ce que vous vous sentez lésé du fait que vous êtes philosophe, mais pas parfois consulté, vous, tout autant que vos collègues professeurs, pas consulté, mis à l'écart? Pourtant, le pays a besoin de la philosophie, des penseurs pour pouvoir construire et bâtir un pays véritablement fort. Oui, justement, dans une société où il n'y a pas de philosophes, je me dis que c'est une société qui va en perdition. La philosophie est une lumière. Comme disait Platon, qu'il faut aller dans la caverne pour éclairer. Et le philosophe doit être, comme je le dis souvent, il est dans le monde, mais il ne doit pas être du monde. C'est-à-dire qu'il cohabite avec tout le monde, mais il ne doit pas être comme tout le monde. Il doit éclairer la société sur certaines questions existentielles qui se posent dans la société. Alors, dans notre cas, il y a eu des philosophes qui étaient au service de l'idéologie dominante. Donc, on a eu des gens comme les Gambembo, qui étaient des Mutuz Kabe, qui étaient des grands philosophes, mais qui se sont mis juste au service de l'idéologie qui dominait à l'époque. Et nous avons le même cas, les 18 ans qui sont passés, il y a eu des philosophes qui étaient au service de cette idéologie. Et par conséquent, quand on est philosophe et au service d'une quelconque idéologie, on cesse d'être philosophe, on devient idéologue de cette frange de la gestion du pouvoir. Et là, ça pose problème. Mais les philosophes comme tels ne doivent pas attendre l'invitation. Il doit s'imposer par sa pensée, par son rôle prophétique. Un scientifique ne doit pas attendre qu'on l'appelle pour ça. Il devra trouver un espace d'expression où il peut dire des choses, éclairer même ceux qui dirigent. Mais s'il reste aphone, il parle, il émet des hypothèses, je ne sais pas, des idées, il tente d'éclairer ou il éclaire l'opinion, mais si cette opinion, si cette société ne prend pas en compte les avertissements, les propositions du philosophe, vous voyez que après, on peut croiser les bras et puis se décourager. Mais ça, ce n'est pas un problème, il y a déjà eu ça. Vous voyez par exemple, quand vous lisez Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche, Nietzsche descendait, il dit que il descendait des escaliers ou bien de la montagne pour pouvoir aller éclairer ceux qui étaient là. Et qu'est-ce qui l'animait? C'était le désir des transformations de la société. Donc les transformations des valeurs. Et donc le philosophe doit descendre là où il y a un problème et pour transformer tout cela. Donc c'est ça ce que j'appelle le rôle prophétique du philosophe. Et donc il peut ne pas être entendu, mais il finira par être entendu. Le philosophe, c'est un scientifique qui fait la lecture de la société et qui essaie d'éclairer et de donner des orientations, pourvu que les dirigeants puissent orienter cela pour le bonheur de la société. Mais s'ils ne le font pas, cela ne découragera pas le philosophe. La difficulté, c'est que nos philosophes, il y en a beaucoup ici, mais qui n'ont pas pris part au débat de toutes les questions qui étaient sur la scène depuis 18 ans. On a vu les philosophes vraiment effacés
soit par peur, puisque nous étions dans une certaine mesure dans une dictature, ce qui a fait que ça fait peur. Or, c'est à ce moment-là que le philosophe pouvait prendre la parole et dire ce qu'il pense. La RDC a d'excellents philosophes, a connu un grand nombre de philosophes également, de très haute facture. Mais qu'est-ce qui fait que, une fois happé par la politique, le philosophe congolais cesse de l'être et il se met au service de la politique? Ce qui fait que la science qu'il a apprise, sa casquette de philosophe tombe et il est totalement oublié, et la société pour laquelle il travaille ne bénéficie plus de rien du tout, de toutes ses qualités de philosophe. Pourquoi on arrive à ce niveau-là? Qu'est-ce qui fait que le philosophe se laisse attirer par la part du gain politique et oublier son rôle? Oui, mais nous sommes dans une société où il y a eu trop de misère. Personne n'a échappé à ça. Beaucoup de philosophes ont été aussi clochardisés, n'avaient pas eu quelque chose qui pouvait les rassurer dans la vie sociale. Et beaucoup sont devenus des commerçants, et d'autres c'était des charlatans qui se mettaient au service de notre fisc pour vivre. Même pour survivre, non pas pour vivre. Et donc ça, ce sont des difficultés réelles que connaissent nos philosophes aujourd'hui. Mais je pense que le rôle aussi n'est pas seulement des philosophes, même nos médias ont oublié qu'ils pouvaient aussi susciter le désir de transformation de la société. Nos médias n'ont pas donné beaucoup d'espace aux philosophes pour pouvoir. Un philosophe qui est invité, on lui dit, bon, il doit payer. Mais il n'a pas de moyens pour payer. Et pourtant, il y a des grandes idées. Et les philosophes ont beaucoup écrit. Et la difficulté aussi, c'est que nos citoyens, nos concitoyens ne sont pas capables de lire, puisque le livre coûte cher. Et par nature, le Congolais, semble-t-il, je mets ça entre guillemets, ne veut pas lire ou ne cherche pas à lire. Et donc, ça était des graves difficultés. Mais dans la société ou bien dans le carcan politique où le philosophe a été engagé, il est engagé comme un agent, mais on ne lui laisse pas la liberté de dire ce qu'il pense. Et il doit se modeler sur la perspective de ceux qui dirigent. Donc l'idéologie dominante ne lui permet pas de dire ce qu'il pense. Il doit faire des courbettes et poursuivre ce qu'il fait. C'est une réelle difficulté dans un contexte dictatorial, et à ce moment-là, le philosophe a des difficultés. Mais il faut prendre ce que j'appelle la distanciation historique pour pouvoir regarder avec un œil critique ceux qui nous dirigent. Je pense qu'à l'époque, j'étais conseiller à la coopération internationale. C'était le ministre Muzaba Mbuga et puis Léopold Bandobas, où j'étais capable. À ce moment-là, il n'y avait pas la coopération entre l'Union européenne, les Américains, la société zaïroise à l'époque, notre pays. Et à ce moment-là, j'étais capable de prendre distance et de dire au ministre qui était là ce que je pensais de la coopération en ce moment-là. Et c'était des hommes qui étaient des grands intellectuels qui comprenaient mes points de vue chaque fois que je pouvais faire une critique sur la gestion de la coopération. Voilà, vos déclarations sont contenues dans certaines de vos déclarations ici, du moins sont contenues dans un de vos ouvrages que vous avez écrit, Humanité et devoir d'humanité. Je rappelle que vous êtes auteur d'une dizaine de publications. C'était juste une parenthèse par rapport au rôle du philosophe qui doit aider la société, puisque nous avons parlé tout à l'heure de la crise qui a secoué la RDC en ce qui concerne le sujet sur la coalition. Le chef de l'État, on y revient, a dans son discours aussi parlé de tentatives de balkanisation. Il a vanté l'action des militaires qui sont engagés sur le front et qui ont récolté beaucoup de succès en mettant en déroute des miliciens, des rebelles dans la partie est du pays, nos militaires qui ont fait un travail formidable, ça il faut le dire, et le chef de l'État l'a relevé. Alors au sujet de la balkanisation, ça ne date pas d'aujourd'hui, les tentatives de balkanisation. Ça date des années, de plus de 20 ans, plus de 30 ans. Et ce projet de balkanisation, comme nous le savons, c'est par rapport à tout ce que nous avons comme richesse du sous-sol dans ce pays, les tireurs de ficelles. Vous, en tant que philosophe, comment faire pour que nous puissions nous débarrasser de ces velléités de balkanisation dont nous sommes victimes? Vous voyez, le président, dans son discours, il a justement
démontrer que la balkanisation, c'est un serpent de mer qui est toujours permanent et qu'il faudra un jour éliminer dans notre société. C'est vrai, notre pays regorge des grandes richesses. Beaucoup de matières stratégiques sont dans ce pays ici. Les voisins qui n'ont pas été bénis sur ce point-là nous envient tout le temps. Et il y a une certaine complicité, comme le président lui-même l'a dit, de notre classe politique, qui parfois, certains, pas tout le monde, qui s'engagent aussi dans cette lignée-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sursaut. Donc vous parlez des personnes qui trahissent la nation. Qui trahissent la nation. Oui, qui sont au service. J'appelle la trahison. Oui, au service des autres. Oui. Et généralement, c'est de services extérieurs qui viennent secouer les nôtres et qui leur fait miroiter certains intérêts qui ne sont pas nécessairement des bons intérêts. Et le président lance un message au sursaut patriotique pour sauvegarder justement l'intégrité de notre territoire. Et je pense que les politiciens aujourd'hui, la classe politique d'aujourd'hui, dans cette coalition entre le CACH et le FCC, devront vraiment se mettre ensemble pour éviter, pour se battre de telle sorte qu'ils arrivent à éliminer ce serpent de mer. J'ai appris, je n'ai pas, peut-être vous allez m'éclairer là-dessus, qu'il y a au Kivu, on a placé un drapeau et ils ont proclamé République sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Je pourrais dire qu'il faut que le président prenne ses responsabilités et que ces gens soient poursuivis. Nous avons une armée qui est maintenant qui s'organise de plus en plus et nous avons une justice qui devient de plus en plus indépendante et qui s'impose de par ces éléments qui sont là. Et donc, il faudrait que toute la classe politique se mette ensemble pour combattre ce serpent de mer qui est instrumentalisé peut-être par les étrangers ou par les velléités politiques de certaines personnes. Oui, on a vu la partition du Soudan aujourd'hui divisé en deux, le Soudan du Sud, etc., le Soudan du Nord. Et on craint que ce soit la même chose pour la République démocratique du Congo, voir l'Est nous échapper et devenir un autre pays. Mais visiblement, c'est comme si les Congolais n'ont pas conscience de cela. Oui, c'est comme si on n'est pas conscient que nous sommes un très grand pays, très convoité, avec des richesses extraordinaires et que véritablement, ça nous pose beaucoup de malheurs. On a tous les malheurs du monde à cause de ça, mais c'est comme si dans la conscience collective, cette donne véritablement n'est pas prise en compte. Je ne pense pas. Je pourrais peut-être corriger là-dessus. Je pense que les Congolais, comme tels, dans leur ensemble, n'ont jamais accepté la balkanisation de notre pays. C'est depuis beaucoup d'années, et le président l'a évoqué, il a dit que Lumumba, en 1958, il avait lancé un appel aux Congolais. Il leur avait dit de garder l'intégrité de leur pays. Et je pense que cet appel a été entendu. Que ce soit dans la diaspora ou bien à l'intérieur du pays, les Congolais n'aiment pas cela, ne peuvent pas, n'accepteront jamais que leur pays soit vraiment balkanisé. Le problème, c'est justement les velléités de certains politiciens qui sont au service des autres et qui veulent maintenant agiter la crise pour que notre pays soit. Mais je pense que même au Kivu, là, il y a la population kivusienne, je ne pense pas qu'elle est d'accord avec cette petite frange de gens qui s'élèvent et qui, instrumentalisés par ces velléités politiques de certains politiciens qui sont ici, puissent arriver à balkaniser notre pays. Je ne crois pas. On a un problème, on va vers la fin de l'émission, déjà ça va vite, on a un problème de mentalité dans notre pays. Lorsque on considère nos pères, ceux qui ont vécu dans les années 50, 58, 60, ils avaient une autre mentalité, ils réfléchissaient autrement, une réflexion tout autre. Mais lorsqu'on les compare, on les considère avec la société actuelle, mais
vraiment un problème de mentalité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une difficulté. Vous savez, l'homme est façonné par le temps. Dans le temps passé, nos pères il y avait des catégories de pères. Il y avait les évolués, les sous-évolués. Donc il y avait, mon père à moi, il avait la carte des évolués. Alors, qu'est-ce que je dois dire là-dessus? Que ces gens avaient une maturité exceptionnelle. Et c'était des jeunes gens qui ont réclamé l'indépendance à l'époque. Mais aujourd'hui, ils n'étaient même pas des universitaires. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'universitaires qui ne sont pas capables de réfléchir comme nos pères l'ont fait. Et donc, la crise de 32 ans, nous étions façonnés dans la danse, dans les antivaleurs. Ce qui fait qu'on est resté dans le mal, ce que j'ai appelé les démons de la dérive. Quels sont les démons de la dérive? Il y a la corruption, l'impunité, il y a l'occultisme, il y a le trafic d'influence et bien d'autres. Alors, nous sommes restés dans ces carcans des démons de la dérive, ce qui nous a enlevé les possibilités de réflexion. Vous voyez ça, les possibilités de réflexion. Et je rencontre beaucoup de jeunes qui ne réfléchissent pas comme il se doit, par le fait que beaucoup ne sont pas allés à l'école. Et beaucoup aussi ont été façonnés par le fait de la mendicité, manque du travail, manque de perspectives, et toute cette faute revient à la classe politique congolaise. Oui, on dit aujourd'hui qu'on a comme référence des personnes qui ont des immeubles, on a comme référence des personnes qui ont beaucoup de véhicules, et que il n'y a plus d'icônes en fait qui évoluent et qu'il n'y a plus de modèles dans notre pays. Avant, lorsqu'on voyait des professeurs Liaou passer à la télévision, à l'OZRT, on s'identifiait, on veut être comme le professeur Liaou. Et aujourd'hui, les modèles, il n'y en a pas. La jeunesse cherche des modèles. Oui, effectivement, il y a une crise de modèles aujourd'hui. C'est ça ce que nous lançons comme un appel. Nous disons que nos leaders politiques puissent permettre à ce qu'il y ait l'émergence au niveau de l'éducation, qu'ils puissent réformer, refonder cette classe politique. Et je l'ai toujours dit, il faut refonder cette classe politique, il faut refonder notre système éducatif. Parce que maintenant, nous n'avons pas de modèle. Tout le monde veut faire la politique. Tout le monde veut avoir de l'argent, puisque c'est dans la politique où il y a de l'argent. Et tout le monde veut avoir l'immeuble. C'est pourquoi on est orienté là-bas. Dans l'autre, je crois qu'il y a plus ou moins 5 ans, où nous avons vu que c'était la musique. Tout le monde, tous les jeunes voulaient faire la musique pour avoir des moyens. Mais il n'y avait pas d'autre perspective. Et je pense que la question revient à la classe politique qui doit se regarder derrière et se regarder aujourd'hui pour envisager un meilleur avenir, comme le président l'a dit. Donc il faudrait qu'ils pensent que qu'est-ce qu'ils vont laisser? La peur de laisser rien derrière eux pose problème. Il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils doivent laisser comme héritage. Nous avons reçu un héritage qui venait de nos pères fondateurs, notre pays, les richesses qu'ils ont gardées jusqu'à ce jour-là. Mais voilà, on nous a légué un pays très beau, un pays qui est riche, mais qu'est-ce que nous en faisons? La jeunesse qui est très riche, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Mais il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils fassent des réformes et qu'il y ait l'emploi pour notre peuple. Le président l'a dit, il a parlé de la jeunesse. Mais il a oublié aussi de dire de donner une perspective. Comment il faut créer de l'emploi pour cette jeunesse. Donc il faudra qu'il fasse d'autres émissions pour pouvoir expliquer comment il devra créer de l'emploi pour notre jeunesse. C'est contenu dans son programme. J'espère bien. Oui, son programme de société. C'est la fin de cette émission. Professeur Sylvain Tikoji Bumba, ça a été un plaisir de pouvoir vous recevoir. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie et professeur des universités. Vous êtes notamment enseignant à l'Université de Californie. Et d'ici quelques jours, vous allez vous envoler pour aller continuer les enseignements au niveau de la Californie. Je vous dis merci. Merci bien. Vous êtes un modèle. Vous êtes une icône, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des Congolais vers qui nous pouvons tourner le regard, et vous en êtes un. Oui, je m'efforce d'être dans cette lignée-là. Je m'aligne très bien.
Merci beaucoup. Je dis merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, le réalisateur, mais également tous ceux qui vont mettre la patte pour pouvoir monter cette émission pour la post-production. Merci, au revoir, à la prochaine.